Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour parcourir et redécouvrir ensemble l'œuvre de Christelle Dabos. Bonjour Christelle, celui que tu veux. Bonjour. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'avais quelques petits éléments contextuels à vous redonner. Donc Christelle, tu as été propulsée sur la scène littéraire avec le concours du premier roman de Gallimard Jeunesse, je crois, en 2013, avec ta saga La Passe-Miroir, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une saga de fantasy qui s'est vendue à plus de 1 million d'exemplaires, qui a été traduite dans plus de 20 langues et avec laquelle tu as remporté le Grand Prix de l'imaginaire jeunesse pour les 2 premiers tomes. Tu as ensuite écrit 2 tomes uniques, Ici et seulement ici, et Nous, qui est donc ton petit dernier, qui est sorti en novembre dernier, de l'année dernière. Avec ce livre, tu viens de remporter le prix Utopial Jeunesse. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Au-delà de ce parcours d'écriture grandiose, tu as aussi, je crois, un attachement tout particulier à la plateforme d'écriture Plume d'Argent. Je pense qu'on en reparlera juste après, puisque tu as été... Il y a des représentants dans la salle. Puisque tu as été administratrice de la plateforme. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la fabrique d'écriture de Christelle Dabos, de reparcourir son parcours et d'avoir un tout petit focus particulier sur Nous, qui est ton dernier roman. Avant toute chose, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et j'aimerais que tu nous dises, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as écrit et qu'est-ce que tu as écrit et à quel âge c'était? Quel est ton premier souvenir d'écriture? Oula. Alors, je ne saurais pas dire l'année. J'ai juste le souvenir que c'était à Valoris, donc dans le sud-est de la France. On avait un appartement avec mes parents. Et c'est la première fois que je voyais la neige par la fenêtre. Donc, j'ai eu une émotion extrêmement forte. J'ai fait ah, c'est ça. Donc, on est sorti, on a fait un bonhomme de neige. C'était événementiel. Et mon premier réflexe quand je suis rentrée dans l'appartement, c'est de sortir la machine à écrire de mon papa. Et j'ai dit, il faut que je marque l'événement. Bon, en fait, j'ai juste écrit « il neige ». Mais pour moi, c'était vraiment l'émotion brute, quoi. C'était précurseur d'une superbe carrière derrière, donc... Oui, ça a commencé comme ça. Et après, du coup, tu as commencé à écrire plutôt sur Internet, je crois. Comment ça s'est passé après ta mise en écriture par la suite? Alors, j'ai eu mon gros déclic d'écriture, donc c'était pas « il neige ». C'était des années plus tard. Souvent, quand j'échange avec d'autres autrices, auteurs, généralement pour eux, c'était une évidence dès l'enfance. Ils sont vraiment faits pour ça. Et moi, pas du tout. Moi, écrire ne m'intéressait pas particulièrement. Par contre, je me suis toujours raconté des histoires dans ma tête. Donc, je faisais de la fanfiction sans le savoir. Et c'est vers l'âge de 20 ans que le déclic s'est produit. Donc, j'étais à la faculté de lettres de Nice. Je faisais des études espagnoles, mais ça n'a absolument aucun rapport avec le déclic en question. C'est juste que ça m'a mise en relation avec une amie qui, elle, était absolument persuadée que j'étais faite pour écrire, sachant que je n'avais rien écrit, qu'elle n'avait rien lu de moi. Donc, de deux choses l'une, soit peut-être qu'elle est très intuitive, ou je suis très influençable. Mais elle m'a lancé un petit challenge d'écriture. Elle m'a dit je te passe un titre et tu imagines l'histoire qui va avec. Et on s'est pris au jeu comme ça. Donc, pendant les cours, ne faites pas ça chez vous. Hein. Si vous assistez à des cours, suivez les cours. Mais bon, je dirais qu'on avait une circonstance atténuante. Le cours était vraiment, vraiment ennuyeux. Un cours de philologie. Et donc, j'écrivais des petites histoires. Mais pour moi, c'était juste pour jouer. Il n'y avait rien d'autre. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, elle me propose comme titre Le Palais Magique. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais écrire avec ça? Parce que je voulais juste écrire des choses marrantes. Et là, il n'y avait rien de marrant qui me venait. Et il s'est produit quelque chose au moment de l'écriture. Et là, c'est vraiment organique. Je me suis mise à trembler. J'étais en transe, j'étais fébrile. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me rappelle encore que mes parents m'avaient appelé pour manger et j'étais mauvaise à table. J'avais dû vraiment m'interrompre dans l'écriture et j'étais de mauvaise humeur parce que je me suis dit, je dois reprendre cette histoire qui m'attend sur le bureau. Et il m'a fallu vraiment des années pour comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. C'est qu'une partie de moi est rentrée en dialogue avec une autre partie de moi dont je n'avais pas conscience jusqu'à ce qu'elle émerge dans l'écriture.
Et du coup, après, ça t'a mené, enfin, cette sensation, tu l'as encore aujourd'hui et ça nourrit encore toute ton écriture? Si seulement. Non, alors ça, c'était voilà, on va dire le gros déclic. Je me suis dit, ah, mais là, tout d'un coup, c'était une évidence. J'ai dit, il faut que je continue à écrire. C'est tellement incroyable. Mais dès le deuxième texte, c'était fini. Elle m'avait proposé comme autre titre ensuite, c'était, je crois, un titre avec les roses, un truc comme ça. Et là, il n'y a plus rien. J'ai jamais écrit l'histoire suivante. Et je me suis dit, mais mince. Donc, dès la deuxième histoire, ça avait déjà bloqué. Donc, en fait, ça, c'est devenu des petits moments de grâce qui se produisent de temps en temps. Et en fait, je pense qu'on écrit pour revivre ça. Et donc de temps en temps, ça revient. Mais sinon, c'est un autre type de relation qui se développe, mais qui est toujours très intéressant. Et tu parlais du coup du fait que c'est une amie qui t'avait mise à l'écriture. Est-ce que pour toi l'écriture c'est collectif? Est-ce que les amis qui t'entourent dans l'écriture sont importantes dans ton parcours? Alors oui, mais tout premier texte, donc c'était avant Internet, hein. Là, c'était vraiment juste j'écrivais des histoires à la main, et c'était mes amis. D'abord cette amie-là, puis après j'en ai eu d'autres à la faculté, et c'était mon lectorat. Et je me suis dit, mais moi je ne vivais que pour ces moments-là, hein. Ces moments de partage. J'adorais voir le moment où elle lisait devant moi, et je pouvais voir les réactions. J'y assistais en direct, et moi j'adorais ça. Et puis après, les circonstances ont fait que mes amis étaient un peu plus occupés, il y avait moins de temps pour lire, et j'ai eu un petit passage à vide comme ça. Je me suis mise à écrire un peu seule dans mon coin, et c'était devenu solitaire. Et j'ai commencé à écrire La Passe Miroir. Donc c'était la toute première version en l'an de grâce 2007. Ça remonte un peu. Et je me rappelle que j'ai commencé à écrire. Il y a cette histoire qui arrivait d'un coup. J'ai fait des chapitres, des chapitres, des chapitres. Et puis d'un coup, je me suis dit, j'ai envie de partager ça. Et là, j'ai cherché sur Internet. Je me suis dit, bon, bah, je vais voir. Alors, c'était cette époque où Wattpad n'existait pas. Il y avait fanfiction.net. Et pour les histoires originales, il y avait un pendant qui s'appelait Fiction Presse. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est juste une grosse base de données, en fait. Personne ne commande personne. Et moi, je voulais de l'échange. Et à force de chercher, j'ai fini par tomber sur un petit site web qui s'appelait Plume d'Argent, avec une trentaine, quarantaine de membres, et dont la première règle était, s'il vous plaît, pour tout chapitre que vous mettez en ligne, lisez et commentez le chapitre de quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, c'est ça que je veux. Et ça nourrit aussi ton imaginaire du coup de lire les histoires des autres, d'avoir leur retour. Comment ça s'est passé en fait? Parce que c'était pas juste toi qui écrivais, mais il y avait ce côté échange. Est-ce que tu penses que ça a vraiment modifié ta manière d'écrire, de pouvoir le partager comme ça? Ah, mais ça a tout changé. En fait, j'avais écrit des années avant, juste en ayant un lectorat de proximité, donc les amis, la famille. Mon écriture, elle n'a pas évolué d'un pouce à ce moment-là. Et c'est tout d'un coup, en ayant des retours de personnes qui elles-mêmes écrivaient, qui savaient qu'ils le vivaient de l'intérieur, tout d'un coup, ça a pointé des choses dans mon écriture. Je me suis vexée de certaines observations qu'on m'a faites, hein. Mais généralement, quand on se vexe, c'est que ça tape ou ça fait mal. Mais puis je dirais qu'à l'époque, j'étais extrêmement susceptible. Et j'ai fait cette expérience où on va me faire un retour, on va me dire, ah, ça j'ai aimé, j'ai aimé. Ça, par contre, ça m'a pas parlé. Et là, j'en faisais une nuit blanche. Je me retournais dans le lit, et puis généralement, petit matin, je dis, ouais, mais la personne, elle a raison. Là, j'ai cédé à une facilité. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et un autre aspect, c'est aussi le fait de soi-même aller lire et commenter. Ça, c'est extrêmement formateur. Moi, je crois qu'un de mes plus gros progrès en écriture, c'est quand j'ai commencé à analyser le texte de quelqu'un d'autre en disant, bon, quel effet ça produit sur moi? Qu'est-ce qui fait que là, je suis complètement prise, et là, tout d'un coup, tiens, mon attention s'est décrochée. Qu'est-ce qui fait que là, j'en ai des frissons, et là, ce paragraphe, je le saute parce qu'il ne m'emporte pas. Et le fait d'analyser ça, c'est un effet miroir, hein. Du coup, il y a énormément de choses que j'ai vues dans ma propre écriture que je n'avais pas vues avant de voir ça chez quelqu'un d'autre. Et là, je crois que la plateforme vient tout juste de fermer, malheureusement. Donc ça nourrit quand même presque 20 ans, du coup, 15 peut-être, de communauté. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va naître, tu penses, après cette fermeture? Et comment t'es venue déjà à être administratrice de ce site? Et qu'est-ce que ça fait, cette fermeture, pour toi? Alors, donc chronologiquement, à la base, Plume d'Argent a été créée par une Canadienne
Son pseudo était, alors désolé, je vais le prononcer à la française, mais c'est Oné, c'est le miel en anglais, mais je suis nulle avec, j'ai un très mauvais accent. Et qui n'a pas pu continuer de la gérer, donc il a confié à 3 personnes, dont moi. Et comme ça, pendant des années, effectivement, on a géré la plateforme. Donc à la base, j'étais juste un membre lambda. J'étais sur donc la plateforme d'origine, c'était un site de publication d'histoire qui était couplé à un forum. Et le forum, c'était vraiment un petit peu l'aspect où on pouvait créer des liens avec les autres en dehors du côté d'écriture et commentaires. Et à un moment donné, l'administratrice m'a dit, écoute, est-ce que tu veux bien être modératrice? Et déjà à l'époque, j'ai eu un trac énorme. J'ai dit, oh, est-ce que je suis digne d'une telle responsabilité? Vraiment, j'ai mis des heures. Ça m'avait fait quelque chose. Hein, vraiment, je me suis dit, wow, la confiance en moi et tout. Et donc j'ai accepté. Donc j'ai d'abord été modératrice du forum et du site. Et puis après, quand elle s'est retirée, là, elle a demandé à ce que je puisse prendre le relais en tant qu'administratrice. Je n'ai accepté qu'à la condition que je puisse choisir des coéquipières. Donc on a formé une sorte de trinité à la tête de Plume d'Argent pendant des années, mais on était très très aidés parce qu'on a eu notre propre équipe de modération qui a été très très précieuse, dont une partie est là aujourd'hui. Hein. Coucou. Et je tiens à préciser que si là nous avons pris la décision de fermer la plateforme Plume d'Argent, la relève spirituelle est assurée parce que la communauté ne disparaît pas. C'est juste qu'elle va déménager, prendre une autre identité. Alors pour le moment c'est en transition, il n'y a pas de site en ligne, c'est en cours, donc guettez bien, il y aura des annonces, et ça s'appellera le Jardin des Esperluettes. On a les exclus, j'adore, c'est génial. Voilà. Et est-ce que, parce que du coup, donc on va plutôt parler aussi de La Passe Miroir, c'est une œuvre qui est ultra complexe, parce que tu dissémines dès les premiers chapitres des petits indices qui nous mènent jusqu'à ce final assez grandiose. Est-ce que ça t'a aidé d'avoir des personnes qui ont pu relire et pointer du doigt la cohérence de cette saga? Parce que quand même, voilà, faut pas perdre de détails et de moments dans cette saga parce que tout est lié finalement. Oui, alors honnêtement, La Passe Miroir ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu Plume d'Argent. D'ailleurs, je pense qu'elle ne serait pas du tout publiée. Et moi, je ne serais pas dans le fauteuil où je suis en cet instant s'il n'y avait pas eu Plume d'Argent. Donc oui, ça a eu une incidence énorme. Déjà, je me rappelle de la toute première version de La Passe Miroir que je mettais en ligne à l'époque. C'est déjà une version complètement différente de celle qui est sortie en librairie. Parmi les retours, j'avais eu une personne qui m'avait dit, non, c'est bien ton histoire, mais quand même, ça ressemble à un train qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de wagons. Il m'a dit, tu pars dans tous les sens. Et moi, réaction normale, donc je me suis vexée. Voilà. J'ai passé une nuit blanche. J'ai fait et puis après, au matin, j'ai dit, elle a raison. Donc, j'ai tout repris l'histoire depuis le début en me disant, allez, il faut que je fasse des choix et que je ne garde que ce qui sert directement à l'intrigue. Si ça ne répond pas à l'intrigue, c'est que ça ne fait pas partie de cette histoire-là. Donc, j'ai tout recommencé depuis le début. Et c'est cette version-là que j'ai entièrement retravaillée. J'avais terminé de retravailler le premier tome. J'avais même proposé à l'auto-édition pour mes amis de Plume d'Argent si vous voulez se procurer l'auto. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu le concours organisé par Gallimard Jeunesse. Ça a coïncidé à cette époque-là, donc c'était l'été 2012. Et je n'aurais jamais été au courant qu'il y avait ce concours à l'époque s'il n'y avait pas eu Plume d'Argent déjà pour relayer. Parce que moi, je n'étais pas du tout connectée, les réseaux sociaux, je n'étais pas du tout dessus à l'époque. Et pour m'encourager à participer, parce que moi, j'ai dit, écoutez, je vous encourage, mais dans les coulisses, quoi. Je ne quitte pas mes coulisses. Et si je peux me permettre de faire une petite parenthèse par rapport à ça, pourquoi je ne voulais pas quitter mes coulisses? Parce que c'est peut-être intéressant d'aller voir là. Quand j'ai commencé à écrire La Passe Miroir, j'ai eu un gros problème de santé avec une lourde hospitalisation qui a touché au visage et je ne sortais plus du tout de chez moi. J'ai vraiment eu une période complètement recluse. Et, pour ça, Plume d'Argent, ça a été un petit peu la fenêtre qui s'est ouverte sur le monde extérieur. Comme je sortais plus de la maison, ça me montrait autre chose. J'étais dans l'univers d'autres auteurs qui sont devenus des amis. On a fait des rencontres après dans la vie réelle. Vie réelle, j'aime pas trop ce terme. Dans la vie non virtuelle. Et donc voilà,
Ça, c'était vraiment énorme pour moi. Mais j'ai toujours, à ce moment-là, conservé la peur viscérale du regard des autres. Le regard sur mon texte, le regard sur moi. Et pour moi, être publié, c'était juste avoir ce gros œil braqué sur moi, et je ne voulais pas du tout. Donc, Plume d'Argent, c'était confortable. C'était des personnes que je connaissais, dont je connaissais les textes. C'était un public que je pouvais maîtriser. Être publié, c'est perdre ce contrôle-là. C'est accepter de tomber entre toutes sortes de mains, des personnes, des inconnus en fait. Et ça me terrifiait. Donc, lorsqu'il y a eu le concours organisé par Gallimard Jeunesse et que mes amis de Plume d'Argent m'ont fortement recommandé d'y participer, pour ne pas dire me faire un chantage, j'ai une amie qui a menacé d'envoyer le manuscrit à ma place si je ne le faisais pas. Moi, mon premier réflexe, c'était de dire non. Non, vraiment, je vous encourage. J'ai juste promis d'y réfléchir. Mais en vérité, dans ma tête, c'était tout réfléchi. Hein. Je ne le ferai pas. Et c'est vraiment la veille de la clôture du concours que je me suis reposé la question. Je me suis dit, bon, voilà, il y a ce concours qui se termine. Qu'est-ce que je fais? J'en ai discuté avec mon conjoint qui, lui, du coup, n'a pas compris pourquoi je ne le faisais pas. Il m'a dit, mais attends, c'est un concours, il est gratuit, il est en ligne, tu n'as rien à imprimer, ton texte, il est déjà prêt, tu n'as pas à l'écrire, qu'est-ce qui te retient? Et là aussi, hein, il m'a fallu vraiment, vraiment du temps pour comprendre qu'est-ce qui faisait que. J'ai fini par l'envoyer en me disant, de toute façon, ils ont reçu tellement de textes, ils n'iront pas les derniers. Ce qui m'amène à vous dire, vu que depuis, il y a une édition du concours tous les 2 ans, si vous participez, sachez qu'ils lisent jusqu'au dernier manuscrit qui leur parviennent. Voilà. Mais en fait, il y avait cette peur. Et en fait, après coup, j'ai analysé, je me suis dit, lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose parce que on ne veut pas, ça n'a pas de sens pour soi, c'est une chose. S'interdire de le faire parce qu'il y a une peur, c'est parce qu'il y a cette peur qu'il faut y aller. C'est beau comme message. Allez, de temps en temps, j'en laisse les. Voilà. Merci. Je pense qu'on est tous très heureux que tout le monde t'ait poussé en fait à publier, enfin envoyer ce texte. Comment ça s'est passé du coup? Tu disais que tu étais un peu apeurée que d'autres personnes lisent ton texte. Comment ça s'est passé les premiers retours du coup avec ton éditeur? Est-ce que y avait des choses qui t'ont braqué? Est-ce que du coup c'était plus difficile de prendre les retours de quelqu'un d'extérieur que de tes proches, comme tu l'expliquais juste avant? Alors avec l'éditeur, pas du tout. Surtout qu'ils ont quasiment rien changé du premier tome. À part de temps en temps, ils m'ont dit, bon, est-ce que tu nous autorises à changer ici une virgule? Ils ont été très très peu interventionnistes. Je crois qu'ils m'ont juste demandé si je pouvais changer certains noms de personnages, parce que par rapport notamment, il y a toute une action qui se passe sur l'Arche du Pôle, il y avait des noms de personnages qui ne sonnaient, certains sonnaient très slaves et d'autres pas. Ils m'ont dit peut-être que je pouvais harmoniser, donc la remarque était pertinente. Et si je pouvais rajouter juste un petit épilogue pour faire une transition vers le 2e tome. C'est tout. Donc ça va, là il n'y avait pas matière à se vexer. Mais par contre, c'était pas au niveau de l'éditeur que la peur elle était, c'était au niveau du lectorat, les autres, l'autre regard. Et là, je peux pas dire que j'étais apeurée, j'étais absolument terrifiée. D'ailleurs, ça se voit. Il y a eu une grande annonce au salon de Montreuil. C'était pas pour la sortie du livre, c'était juste pour annoncer les finalistes du concours. Et on a fait une grande annonce, il y a eu un passage à la radio, il y a quelques images où on me voit, j'ai vraiment la tête d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et au final, ça t'a conforté d'avoir les retours des lecteurs et de voir autant d'engouement autour de ton livre? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord des retours, j'ai trouvé plutôt bienveillants et constructifs, surtout pour le premier tome. Et puis après, il s'est passé quelque chose. Il y a le 2e tome qui est sorti, et là, il y a un engouement qui a commencé à se créer autour de la passe miroir. Donc d'abord avec le fait qu'il y ait le 2e, le 3e tome, la sortie poche qui a contribué à diffuser. Il y a eu des traductions à l'international, et là, petit à petit, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. D'ailleurs, je me rappelle que jusque-là, quand je faisais des séances de dédicace, c'était plutôt tranquille, pour ne pas dire solitaire. Et à la sortie du tome 2, on m'a invité à Paris à une librairie. Il y avait toute une file sur le trottoir. Je croyais que c'était pour le cinéma d'à côté. Et on m'a dit ah non, c'est pour toi. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, il y a trop de monde. Et j'ai vraiment eu un moment de limite une crise de panique.
Bon, finalement, ça s'est très bien passé, ils ne m'ont pas mangé. Et en fait, même maintenant, je prends beaucoup de plaisir à ces échanges-là, mais au début, j'étais vraiment une petite boule de trouille, hein, on peut quand même le dire. Et le phénomène s'est un peu exacerbé dans les extrêmes, c'est-à-dire que plus ça allait, plus il y avait ceux qui adorent, ceux qui détestent. Alors qu'au début, c'était plutôt dans le milieu, quoi. On aime bien, mais bon, ça va, quoi. C'est pas l'œuvre du siècle, mais alors que là, tout d'un coup, ça s'est polarisé sur les extrêmes. Et plus ça allait, plus ça s'est extrémisé, jusqu'à la sortie du tome 4, où là, c'était là, j'ai dit à l'apothéose, l'apocalypse. C'était déjà prévu que ce soit 4 tomes? Est-ce que dès le départ, tu savais que tu voulais que ce soit une saga, enfin une tétralogie, et tu savais exactement comment là, ça allait se terminer? Et est-ce que du coup, l'engouement qu'il y a eu autour de ton œuvre t'a poussé aussi à écrire plus sur cet univers-là? Alors, quand j'ai écrit les tout débuts, hein, donc là, je reviens été 2007, quand je me suis lancée dans Passe Miroir, je ne savais pas ce qui allait se passer d'une page à l'autre. Donc, je ne pensais pas du tout à la structure en tome. Après, lorsque j'ai fait la publication en ligne sur Plume d'Argent, c'est juste que tout d'un coup, c'est même pas la question des tomes, c'est juste, je me suis dit, tiens, ça fait peut-être beaucoup de chapitres, je vais faire des parties pour que ce soit plus facile à comprendre, donc des moments. Mais tant que c'est sur Internet ou sur ordinateur, on ne se pose pas la question des tomes, parce qu'il n'y a pas ce côté impression avec le livre-objet. Ça, c'est venu un peu plus tard. Mais sur Plume d'Argent, j'avais déjà pratiquement mis en ligne la totalité des 4 grands mouvements de la Passe Miroir. Je veux dire, c'était quasiment écrit. C'est juste que j'ai décidé de tout reprendre et de ne pas garder une seule phrase. À un moment, je suis vraiment arrivée vers la fin, je dis non, c'est pas l'histoire que j'avais envie d'écrire. Et j'ai tout recommencé depuis le début et j'ai pas gardé une phrase, quoi. J'ai tout transformé. Et pourquoi je me suis dit, vraiment à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je me suis imposé ça? Quand vraiment j'ai mis le doigt dans l'engrenage éditorial et qu'il a fallu. Le premier tome, c'était facile, il était fait, il était refait. Mais là, du coup, quand il a fallu réécrire ce deuxième tome, on a parlé il n'y a pas longtemps avec une amie de la malédiction du deuxième tome. Et là, ça a été douloureux. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'était quoi? C'était si ça avait été... je l'ai oublié aussi, en fait. J'ai l'impression d'avoir partiellement répondu à la question, mais à mon avis, c'est à 2h du matin que ça va me revenir. Ah, c'était ça. J'avais l'impression que tu avais répondu aussi, donc pour moi, c'est très bien. Bon. Et j'ai l'impression aussi que quand La Passe Miroir est sortie, ça a fait aussi énormément, enfin un retentissement assez important parce que c'est sorti dans la lignée de sagas un peu anglophones de fantasy très connues, type Harry Potter ou encore les Philippe Pullman à la croisée des mondes. Est-ce que c'était nouveau d'avoir un phénomène assez impressionnant comme ça en fantasy française et en jeunesse? Enfin, est-ce que c'était inattendu en fait d'avoir un tel phénomène? En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Déjà, je me rappelle que lorsque j'ai signé le contrat éditorial pour le premier tome, et il y a Gallimard Jeunesse qui m'a invité dans les locaux, qui m'a un peu montré, et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec ma conseillère littéraire chez Gallimard Jeunesse, qui m'a dit « Ah, tu verras, ça va très bien marcher, on va le mettre à partir de 13 ans. » Je crois que depuis, pour le premier tome, maintenant c'est à partir de 12 ans, mais à ce moment-là, c'était à partir de 13 ans. Et j'ai fait « Mais ils sont fous !» J'ai dit, moi, à 13 ans, on m'aurait jamais fait lire un truc comme ça, quoi. Donc, je me suis dit, enfin, quelque part, je me suis dit, ils sont gentils de me donner ma chance, mais puis je me suis dit, l'histoire, elle est tellement hors de toutes les modes, elle est anachronique, elle est comme moi, elle est désuète, elle est hors du coup. Donc, je me suis dit, en plus, je me suis dit, un personnage de Thorne, il va plaire à personne. Le rire. Je me suis un peu trompée, mais je ne suis pas très bon juge de la nature humaine. Ce qui fait que j'ai été stupéfaite. Lorsque, comme je dis, c'est vraiment à partir du deuxième tome que là, ça a commencé à vraiment se propulser. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mon éditeur, enfin Gallimard Jeunesse, je pense qu'ils n'étaient pas plus étonnés. Je crois qu'eux, ils ont senti que ça allait prendre cette direction-là, mais moi, j'étais vraiment la spectatrice du phénomène, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas du tout d'explication rationnelle pour l'expliquer. Et comment on sort d'un phénomène comme ça pour aller vers d'autres projets? Est-ce que ça a été difficile et douloureux comme sortie? Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes? On en parlait juste avant la conférence, de l'attente du public de la suite, enfin pas la suite de La Passe Miroir bien sûr, mais la suite de ton travail.
Comment on sort d'un tel phénomène? Ah, ah. Oui. Alors oui, effectivement, il y a l'après-passe miroir. Donc j'ai été prévenue que ce grand succès, ça allait être peut-être, ça avait été une chance, mais ce serait peut-être une petite malédiction, qu'on allait peut-être toujours me ramener à ça. Et comment dire? Déjà, je pense que personne n'a tout à fait fait le deuil d'un 5e tome de la passe miroir. Alors pour moi, ça s'est très bien vécu. Hein. Personnellement, la transition intérieure s'est faite tout naturellement. Mon au revoir à cet univers s'est fait pendant l'écriture du 4e tome. Donc voilà, moi, à titre personnel, l'écriture du dernier tome, elle a été très douloureuse, très intense, très déchirante. J'ai fait des crises d'hypocondrie à répétition. Mais je pense que le phénomène d'identification était tellement fort, j'étais tellement identifiée moi-même à la passe miroir que j'ai développé la croyance que je ne survivrais pas à cette écriture. Donc j'étais persuadée que une fois que le livre paraîtrait, j'allais suivre, quoi. Et finalement, une fois que j'ai posé le point final du dernier tome et que j'ai constaté que j'étais toujours vivante, je me suis dit, ah, bon, et maintenant? Et ça s'est fait tout seul. Tout d'un coup, je me suis dit, de toute manière, j'ai une histoire qui a déjà envie de se raconter. Et c'était pas ici et seulement ici, c'était nous déjà. Okay. C'était déjà nous à ce moment-là. C'est juste que ça s'est écrit dans le désordre. Et pour moi, l'écriture a été très joyeuse. J'avais très envie d'expérimenter de nouvelles choses et tout. Donc moi, de mon côté, c'était parfaitement OK. Et lorsque Ici et seulement ici est sorti en librairie, donc c'était 2023, je crois que les gens se sont dit, mais ce n'est pas le 5e tome de la passe miroir. Et là, effectivement, j'ai ressenti qu'on allait toujours me ramener à la passe miroir, quoi qu'il arrive. Ce qui, en soi, ne me dérange pas. Hein. Je suis très attachée toujours à l'univers. Mais je me suis dit, je vais peut-être pas écrire que ça toute ma vie. Et puis après, il y a eu la sortie de Nous 1 an plus tard, en 2024. Et là, j'ai senti que ça y est, c'est comme si je sortais un peu d'une ornière et que ça y est, j'ai des lecteurs qui me suivaient sur un autre tournant. Et juste pour finir sur la passe miroir, sur les réseaux, on voit beaucoup encore de mini-histoires liées, notamment illustrées par Camola Rusé. Est-ce que c'est une manière de continuer à faire développer, de développer un peu cet univers en dehors des codes habituels de l'écriture par le livre? Ah oui, non, on s'amuse beaucoup avec Camille, hein, on se fait très très plaisir. Alors oui, déjà d'une part, pourquoi est-ce que je n'ai jamais vraiment eu à faire le deuil de l'univers? C'est que il est toujours là. Il y a 1000 façons de le faire vivre. Et d'ailleurs, au début, je n'intervenais pas beaucoup parce qu'il y a spontanément des lecteurs qui ont, enfin, un fandom qui s'est développé autour de la passe miroir et qui ont fait des fanarts, des fanfictions et toutes sortes de choses autour de l'univers de la passe miroir. Et là, c'est récemment que je me suis prêtée à l'exercice de dire, moi-même, j'ai bien envie de participer à ça. Donc, je fais des fanfictions, enfin, pas des fanfictions, mais des fanarts de mon propre univers. Mais je prends énormément de plaisir avec Camille. En fait, on visite, il y a la grande histoire. Et nous, on s'intéresse à la toute petite histoire, ce qui se passe entre deux pages, ce que je n'ai pas raconté dans la version officielle, mais qui aurait pu très bien se dérouler. Vous pouvez aller voir sur le compte Instagram de Christelle, notamment, il y a eu la plage miroir cet été. C'était exceptionnel. Est-ce que du coup, c'était une volonté de ta part d'arrêter complètement de faire des sagas et de partir sur des univers beaucoup plus fermés, beaucoup plus en one-shot, où tu livres tout ce que tu as à dire en un seul et même tome? Ah, c'est surtout que je n'en ai plus les capacités physiques. Non, les 4 tomes ont bien failli m'achever. Hein. D'ailleurs, je me suis toujours dit, quand j'étais en pleine écriture de ça, je me suis dit, mais pourquoi? Et en plus, ils sont énormes, je veux dire, presque 500 pages à chaque fois. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais plus jamais ça. Donc, pour nous, j'avais en fait fait le pari de me dire, je vais faire autrement, je vais continuer le côté un peu en série, donc avec plusieurs tomes, mais des petits tomes. Je vais en faire plein, plein, plein. Je me suis arrêtée au bout de 2. Et Gallimard a fini par décider de fusionner les deux en un seul tome. Mais on ressent, quand on est, je pense que pour les lecteurs qui lisent Nous, sentent que ça aurait pu être 2 tomes. Et est-ce que tu les as un petit peu pensés ensemble, ici et seulement ici, et Nous? Parce que à la lecture, j'avais vraiment l'impression, dans les deux cas, d'avoir vraiment des traits de caractère exacerbés, d'avoir vraiment une espèce de résonance entre les deux, une sorte de critique un peu sociale dans les deux, où on a
la mise en place d'une structure sociale un peu contestable, mais qui met en exergue un peu notre société finalement. Donc on était déjà avec Ici et seulement ici dans une sorte, pas vraiment de dystopie, mais une espèce déjà de fantaisie dystopique comme l'a été décrit nous. Est-ce que tu les as pensés ensemble ou est-ce qu'ils n'ont rien à voir? Alors, normalement, ils n'ont rien à voir. Mais je pense qu'il y a toujours ce dénominateur commun qui est moi-même et qui fait que j'ai des problématiques, je pense, qui m'habitent et j'en ai même pas conscience. Hein. C'est toujours quand j'écris que je vois que c'est là. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc au lendemain, alors déjà, pour préciser, quand j'ai terminé d'écrire le dernier tome de La Passe Miroir, il a été tellement intense que je me suis dit, je me prends une année sabbatique où j'écris rien. J'ai pas tenu 24 heures. Le lendemain de la sortie en librairie de La Passe Miroir, j'écrivais Nous. Et pour moi, c'était ce livre-là que j'avais vraiment une sorte d'urgence de me dire, il y a un truc à raconter avec ça. Et donc j'ai écrit le premier tome de Nous, ce qui correspond maintenant à la première partie du livre imprimé. Et en fait, au moment d'attaquer le deuxième tome, la malédiction du deuxième tome s'est abattue sur moi. Ce qui fait qu'à nouveau, ça a coincé. J'ai fait mince, j'arrive pas. Et en plus, ça a coïncidé. Il y avait le confinement, on était en plein Covid. Et moi, j'étais en plein déménagement. Alors attention, quand je dis déménagement, même village, rue différente. Mais c'était un déménagement, je trouve que c'est une charge mentale très très forte. Et du coup, j'étais plus du tout concentrée sur ce livre-là. Et on a déménagé devant une école. Et là, ça fait des remontées mémorielles. Donc le fait de sentir les odeurs de cantine, d'entendre la sonnerie, de voir les élèves avec leur cartable, je me suis dit, oh là là, ça me rappelle l'école primaire. Je me rappelle, c'était tout doré, tout léger, tout joyeux. Puis après, il y a la mémoire qui a continué son chemin. J'ai fait, ah, et après, il y a eu le collège. Et là, c'est remonté. Tout est revenu. J'ai fait, oh, c'est ça que je dois écrire. Et du coup, j'ai complètement laissé tomber Nous. Et j'ai commencé à écrire Ici seulement ici, sauf que là, je ne savais pas du tout. C'était une improvisation totale de bout en bout. Il y a d'abord eu le personnage d'Iris, qui m'est venu, donc qui vient de quitter l'école primaire et qui découvre le collège. Et puis tout de suite après, le personnage de Pierre, qui est un bouc émissaire dans sa classe et qui s'est tellement identifié à ça qu'il ne sait pas ce qu'il serait s'il n'était plus bouc émissaire. Et, etc., etc. Et puis, il y a une alternance de chapitres qui s'est faite jusqu'au final, mais c'est écrit, il m'est sorti du ventre absolument tout seul, et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait peut-être un petit décalage entre moi et les autres, c'est que moi, l'écriture a été très jubilatoire. Vraiment, pour moi, c'était très, très joyeux quand je l'ai écrit. Je me suis rendu compte qu'à la lecture, c'était pas vécu pareil. Oui, je crois qu'à la réception, il y a eu une vraie question parce que je pense que ceux qui avaient lu La Passe Miroir s'attendaient peut-être à retrouver un peu la même chose, alors que là, tu pars sur quelque chose de très différent, très ancré dans le réel en fait. Est-ce que tu avais cette volonté de revenir à des sujets qui sont plus, pas terre à terre, mais en tout cas qui sont moins dans un univers de fantaisie et plus proches de notre réalité? Alors, il n'y a vraiment pas de volonté du tout. C'est vraiment j'allais dire c'est le cœur qui parle, mais c'est presque le corps qui parle en fait. Le processus des idées. Jamais je me suis assise sur une chaise et me dire bon maintenant il faut que j'écrive un roman. Et allez, l'idée. Ça s'est jamais passé comme ça. Ça me tombe dessus tout d'un coup et je sais que c'est ça que je dois écrire et c'est tout. Et je sais pas pourquoi, mais c'est juste l'évidence, elle est là. C'est vraiment une sorte d'élan absolument irrépressible. C'est pas pour ça que ça va se faire facilement. Pour Ici seulement ici, ça a été très facile dans l'écriture. Nous, j'ai un petit peu plus sur la deuxième partie, je sais que j'ai un peu plus souffert, mais il y a des souffrances consenties. C'est la passion. Hein. Et du coup, bah voilà, il n'y a pas une réflexion de ma part. C'est toujours après coup qu'on m'interviewe et qu'on me dit quelle était votre intention. Et là, je fais accordez-moi 2 heures que je réfléchisse un peu. Donc après, au général, c'est souvent que je décortique après coup de me dire au fait, oui, pourquoi j'ai écrit ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui a fait que. Mais pas pendant que j'écris. C'est toujours le même phénomène de mon tout premier texte avec cette partie de moi qui entre en dialogue avec une autre partie de moi dont je n'avais pas conscience avant. C'est toujours la même chose qui se rejoue encore et encore et encore. Et dans les deux, que ce soit dans Ici et seulement ici et dans Nous, tu parles quand même de l'effet groupe, de ce que c'est que de trouver sa place dans le groupe.
est-ce que tu peux nous parler un peu de l'écriture du coup de nous? Comment tu as structuré cet effet groupe en fait et le vivre ensemble finalement qui transparaît dans ce livre? Tu peux peut-être nous en faire un petit résumé si certains ne l'ont pas lu. Oula, le résumé, l'épreuve la plus redoutée des auteurs. Mais je vais essayer. Alors je commence par faire un petit résumé. Allons-y. Bon. Alors nous, c'est un monde où tout le monde a un instinct. L'instinct avec un I majuscule, et c'est une force irrépressible qui va pousser chacun à faire le bien. Alors il y a des catégories d'instincts. Donc par exemple, un protecteur ne pourra pas s'empêcher de protéger quiconque est en danger. Un nourricier ne pourra pas s'empêcher de donner à manger à quiconque a faim, etc. etc. Et tout le monde s'est construit autour de ces instincts-là, avec une bureaucratie instinctive, des principes instinctifs, et plus on sauve de vie, plus on s'élève dans la hiérarchie. Et en fait, le nous, c'est une sorte de grande conscience collective, c'est presque un inconscient, parce que les personnes ne sont pas consciemment reliées les unes aux autres, mais voilà, ça relie, à travers ce système des instincts, chacun va être poussé à venir en aide à quelqu'un d'autre, et parfois sur des kilomètres. Donc une personne sait qu'elle devra se trouver à tel endroit, à tel moment, et à ce moment-là, ce sera révélé pourquoi elle doit être là, ce sera souvent pour aider quelqu'un d'autre. Et dans ce monde, bâti entièrement sur les instincts, il y a Goliath. Alors Goliath, c'est un protecteur qui, lui, est très identifié à son instinct, qui est très fier, très ambitieux, et qui veut embrasser la voie de la sanctification, il veut devenir un héros. Il veut rentrer dans la bureaucratie instinctive. Et pour ça, il doit avoir sauvé 11 vies avant sa majorité. Il en a déjà sauvé 10, sachant que la 10e vie lui a coûté ses 2 bras. Il porte des prothèses à la place des bras. Et ça ne l'a pas du tout arrêté. Il est très motivé, il va continuer. Et ça tombe bien que dans le quartier des écoles où il étudie, des élèves disparaissent. Et là, il voit une occasion en or de pouvoir peut-être sauver cette dernière vie qui lui manque pour pouvoir accomplir sa destinée. Et il y a le personnage de Claire. Alors Claire, elle étudie à l'école de la confidence. Et les confidents, c'est les oreilles du nous. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'écouter quiconque parle. Et donc, ils ont toujours un casque de baladeur sur les oreilles avec de la musique, parce que sinon, dès que quelqu'un parle, ils ne s'appartiennent plus. Et Claire, elle a un secret. Et elle aussi, elle a remarqué que des élèves disparaissaient dans le quartier des écoles, et elle veut mener cette enquête avec Goliath. Voilà, en gros, de quoi ça parle. Et en parlant de baladeurs, dans Nous, on est plongé dans une histoire qui se déroule dans une ambiance années 80. On y croise des Minitel, des Walkman, des baladeurs. Comment t'es venue l'idée de repartir surtout de faire une dystopie qui en fait se passe dans le passé? Alors déjà, je dois dire qu'il y a un gros malentendu, c'est que j'étais pas au courant que c'était une dystopie. Avant que mon éditeur le dise, il a dit bon, on va classer ça dans les dystopies. J'ai dit ah bon? Puis après, quand j'ai réfléchi à l'histoire, j'ai dit oui, en fait, elle coche absolument toutes les cases de la dystopie, mais c'était pas du tout j'ai pas réfléchi en fait. Mais par contre, pour le côté rétro, vintage, complètement, oui, ça c'est tout à fait assumé. Il ne faut pas chercher très très loin, c'est ma petite Madeleine de Proust, parce que les années 80, c'est mon enfance. Donc j'ai un peu, avec cette histoire, renoué avec des gestes que j'avais complètement oubliés. Ces baladeurs avec les casques et les mousses qui font mal aux oreilles. Au bout d'un moment, quand ça s'use, il faut les changer de temps en temps. Les cassettes qu'il faut rembobiner, qu'il faut changer de face. Les piles qu'il faut changer régulièrement parce qu'il n'y avait quand même pas une très grande autonomie de ces appareils-là. Les Minitel. Alors ça, c'est très franco-français. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Allemagne, ils ne voyaient pas du tout de quoi je parlais. Les Minitel, ça ne leur évoque rien. Mais les résultats du bac de français, je les ai eus sur Minitel. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'était vraiment le précurseur d'Internet en France. Et avec un écran qui se remplissait pixel par pixel. En fait, je me suis rendu compte que j'aurais plus vite fait d'aller directement au lycée pour voir mes résultats qu'attendre que la page se charge. Mais il y avait une sorte de nostalgie de ça. Et au fur et à mesure que j'ai replongé dans cette ambiance, je me suis dit, en fait, ça ne me manque pas tant que ça. Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que donc on n'est pas du tout avec les technologies qu'on a aujourd'hui dans nous. Et pour autant, il y a un collectif qui se met en place qui est extrêmement fort, mais qui va se déliter au fur et à mesure. Est-ce que c'est une manière d'imaginer aussi ce que pourrait être notre monde si nous étions
peu moins connectés, et pour autant, c'est pas forcément quelque chose de très positif que tu décris dans Nous. Oui, alors je me suis vraiment posé la question de où. Parce qu'en fait, cette histoire, elle m'est venue vraiment avec les instincts, hein. C'est ce qui arrivait en premier. Et j'étais, en fait, pour dire, c'était l'époque où j'étais en train d'écrire le 3e tome de La Passe Miroir. Donc, j'étais pas du tout là-dessus. On venait de me poser la question s'il m'arrivait de penser à d'autres projets que La Passe Miroir. Et ce à quoi j'avais répondu en toute sincérité, jamais. Je suis la passe miroir, je respire la passe miroir, je mange la passe miroir. Et comme j'ai un énorme esprit de contradiction avec moi-même, le lendemain matin, j'ai eu ce déclic tout d'un coup. J'étais en train de préparer mon chocolat chaud au micro-ondes, et à l'instant où le micro-ondes a fait ding, j'ai fait et si chaque être humain naissait avec en lui le besoin irrépressible de faire le bien. Alors, c'est des petits déjeuners que je n'ai pas tous les matins. Mais à partir de là, tout le monde a déboulé enfin le monde de nous, il est arrivé avec les instincts, la bureaucratie instinctive. C'est vraiment plus tard, je me suis dit, mais d'où c'est venu, pourquoi ça a émergé d'un coup dans ma vie. Et je me suis rappelé de cette fameuse époque avec cet ami qui me lançait des challenges d'écriture quand j'étais à la faculté de lettres de Nice. Je me rappelle que je souffrais beaucoup d'une forme de solitude. Alors j'étais très contente d'avoir constitué un petit groupe d'amis très soudés, parce qu'au-delà de ça, je trouvais que le monde était un peu impitoyable, et j'étais très heurtée par exemple dans le bus, des personnes qui ne cédaient pas leur place à des personnes qui visiblement en avaient besoin. À la faculté, lorsqu'on est perdu, si on pose une question, il n'y a personne pour vous répondre. Des personnes qui mettent leurs mains, si on a loupé quelque chose pendant le cours, qu'on veut rattraper une note, les gens mettent leurs mains pour pas qu'on puisse recopier sur leurs notes. Et moi, je me suis dit, mais ça manque cruellement de solidarité. Et du coup, j'ai fondé un ordre de chevalerie sur Internet. Et j'ai eu 2 membres. C'était le MSN Messenger de l'époque. Mais l'un des premiers fondements, c'était « je m'engage à venir en aide à quiconque en a besoin ». C'était vraiment, et ça me portait très fort. Bon, du coup, j'ai fait un peu un bide avec mon projet. Même mes amis, je n'ai pas réussi à les embarquer. Mais je pense que ça a continué de m'habiter. Et finalement, c'était très souterrain, mais ça a ressurgi avec nous. Mais là, du coup, d'une façon, c'est presque une obligation. C'est-à-dire les personnages n'ont pas le choix. Ils sont vraiment, l'instinct, c'est une force qui prend possession d'eux. Et ça m'a très intéressée d'aller voir justement. Je me suis dit, là, c'est une société qui est ultra solidaire, mais qui n'a pas le choix, qui ne peut pas faire autrement. Et où ça mène quand ça va dans la direction complètement opposée. Et est-ce qu'on peut toujours parler de bien s'il n'y a pas de liberté ? C'est ça que j'ai trouvé hyper fort dans ce texte, c'est qu'au final, est-ce que la solidarité, c'est quelque chose de louable si en fait on le fait pas par volonté de faire le bien autour de nous? En fait, il y a 2 nous. Et le titre nous, il vient de 2 choses. Il y a cette fameuse entité qui gouverne toute l'humanité à travers les systèmes des instincts. Et il y a le petit nous. Et c'est Goliath, c'est Claire, c'est d'autres personnages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais une narration à la première personne pour chacun d'eux, parce que c'est je, puis je, puis je. Et c'est eux qui constituent un autre nous alternatif, ce sont des personnages qui vont devoir apprendre à composer les uns avec les autres, à se connaître, à s'allier, parfois à se déchirer. Enfin, il y a toutes sortes de dynamiques de relations. Et en fait, c'est d'eux dont ça parle vraiment. Et tu disais tout à l'heure que c'est quand on t'a posé la question de si tu avais d'autres projets, que tout d'un coup tu t'es mise à réfléchir à d'autres projets. Donc j'ose poser la question, as-tu d'autres projets? Aïe. Bon, alors je vais répondre ce que je réponds à mon éditeur. Oui, mais je n'en parle pas. C'est une très bonne réponse. Est-ce que tu vas rester dans la fantaisie? Là, on a vu du coup que tu étais partie sur... bon, tu le savais pas vraiment, mais sur de la dystopie. Mais tu t'es mise à réfléchir un peu à une construction, à une structure sociale différente. Est-ce que c'est plus la fantaisie qui t'intéresse au fond? Est-ce que tu as envie de poursuivre dans cette voie-là? Bah, déjà, quand j'ai écrit La Passe Miroir, c'est de la fantaisie, j'étais pas au courant. Non, mais je suis comme l'autre avec la prose, j'en fais sans le savoir. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être une dystopie, nous, mais c'est aussi, au sens strict, c'est une fantaisie aussi. C'est un monde qui ressemble au nôtre, mais ce n'est pas le nôtre. Et ici, et seulement ici, alors qu'il y a un univers beaucoup plus réaliste, mais il a une dimension magique.
Et je pense que c'est plus fort que moi. J'ai une imagination qui a tendance à déborder des limites du réel et qui fait que je ne sais pas si un jour je serai capable d'écrire une histoire de grande personne qui parle de notre réalité contemporaine sans partir dans quelque chose d'autre. Vraiment, je ne pense pas. Peut-être un jour. Quand tu dis faire des histoires pour les grandes personnes, est-ce que quand tu écris, tu sais que ton lectorat est principalement plus jeune, même si en réalité, La Passe Miroir, je pense qu'on peut le lire à tout âge et y retrouver et comprendre de nouvelles choses. Mais est-ce que ça change aussi ta manière d'écrire? Ah non, non, pas du tout. Non, non, je suis désolée, je vais faire une confession intime, pas intime du tout en fait. Je ne pense pas du tout au lecteur quand j'écris. Je pense d'abord à moi. Et je suis ma première lectrice en quelque sorte. Et comme moi, je me suis égarée entre l'enfance et que j'ai jamais atteint l'autre rivage, je suis dans cet entre-deux. J'écris juste des histoires qui me ressemblent. Et en fait, je me suis rendu compte avec justement les rencontres avec les lecteurs et tout, qu'on est nombreux en fait à être dans cet entre-deux-là. Et je me suis dit en fait, ça va, on est une grande famille. Et c'est juste ça en fait, on est tous là-dedans, quoi. On a quitté l'enfance, mais l'autre rivage, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait des questions dans la salle? Est-ce qu'on peut commencer à faire passer des micros? Oula. Là, il faut arriver à voir s'il y a des... Ouais. Il y en a une tout au fond là-bas. Je ne sais pas si on peut amener un micro. Ah, sinon, oui. Bonjour, du coup sur votre gauche. Gauche, vous avez votre gauche à vous. Ma gauche. Là. Ah oui, oui, pardon. Du coup, vous avez survolé le sujet très rapidement, mais en tant qu'artiste, du coup, on a souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou du coup des soucis de légitimité dans nos productions. Et la question était, est-ce que vous avez rencontré ce syndrome de l'imposteur ou du coup des problématiques autour de la légitimité à écrire ou à publier avec vos différentes éditions, que ce soit votre série ou les autres livres. Voilà. Grand merci pour la question. Alors moi, ça s'est jamais posé en ces termes-là. J'ai eu toutes sortes de syndromes. C'était plutôt généralement une pression extrêmement forte que j'ai tendance à me mettre toute seule. Je suis très très exigeante avec moi et parfois beaucoup trop. Je me bloque toute seule. J'ai déjà eu le syndrome, alors on parle souvent du syndrome de la page blanche, mais en vérité, c'est pas le bon terme. C'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on va écrire, hein, c'est juste qu'on ne sait pas comment le mettre en mots. J'ai déjà j'ai déjà été parfois bloquée par l'idée que je me faisais de ce que les lecteurs voulaient lire. Et là, quand ça devient intrusif, c'est dans ce moment-là que je dis attention, c'est que ma bulle s'est déconstruite. Il faut vraiment que je refasse ma petite bulle. Le lecteur n'existe pas encore. Ce qui est assez curieux, c'est que je me suis rendu compte que plus je prenais de l'expérience à écrire, plus je ris de la petite moi à mes tout débuts où j'étais ultra décomplexée. Je me souviens de mes tout premiers textes, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai eu une période de fanfiction, voilà, où j'écrivais de la fanfiction. Et je me rappelle encore qu'à cette époque-là, où j'étais toute jeune étudiante et je faisais la fanfiction, je me disais, ce que j'écris, c'est du génie quand même. C'est quand même incroyable. Et les gens dans le train, ils savent pas, mais ils savent pas à côté de qui. Vraiment, j'avais... Et j'ai relu la fanfiction depuis, j'ai fait aïe. Donc, c'est plutôt que j'ai l'impression que j'ai mon ego qui se délite au fur et à mesure, mais pas jamais au point de ne pas m'être sentie légitime à écrire ou même à être publiée. Ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance de ne pas faire cette expérience-là. C'était sur quoi les fanfictions? Rogue. Doutorne ou pas du tout? Complètement doutorne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en avait une tout au fond là tout à l'heure. Oui, bonjour. Je suis là. Désolée. Je suis là. Oui, oui, ça y est, je vois. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des projets d'adaptation, que ce soit bande dessinée, animée ou cinéma? Enfin, moi, j'aimerais beaucoup. Voilà. Ah, c'est bien de poser la question parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais en tout cas, il y a un projet d'adaptation en bande dessinée de La Passe Miroir. Et c'est même un peu plus qu'un projet, hein, puisqu'il est déjà terminé et qui va sortir. Le premier tome va sortir en janvier 2026.
Alors, c'est très gentil de m'applaudir, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Je vous engage à aller découvrir des albums de Vanida. C'est elle qui s'est proposée, qui a monté un dossier pour la Place Miroir. Moi, elle m'a complètement convaincue. De toute manière, j'adorais déjà ses albums à la base. En fait, quand le dernier tome de La Place Miroir est sorti, il y a une petite phase de mécontentement des lecteurs qui disaient « Ah, c'est pas la fin qu'on veut et tout ». J'étais un peu fâchée avec l'univers. Je sais j'ai eu un moment donné où ma famille savait qu'il fallait pas trop m'en parler parce que ça me tendait. Et elle m'a ramenée vers l'univers. Vraiment, je me suis dit « Ah, je me rappelle pourquoi j'ai tellement aimé ». Donc, il y a la bande dessinée. Alors, quand je dis bande dessinée, imaginez plutôt roman graphique parce que c'est 263 pages à l'aquarelle. À chaque fois que je dis ça, ça fait oh, j'adore cet effet-là. Donc, il y a ce projet-là. Il y a eu un moment donné, ça a été évoqué le fait de faire une série en prise de vue réelle. Donc, un producteur très motivé qui s'est emparé du projet, qui a un petit peu démarché les plateformes. Lui, il était américain, donc il a démarché les grosses plateformes. Donc, imaginez Netflix, Prime Video, enfin, tout cela. Et en fait, il s'est vu répondre en gros que la fantaisie française n'existe pas. Bon, ce à quoi j'ai répondu, déjà, je suis belge. Voilà. Et puis donc, voilà, je n'existe pas. Et tous les auteurs de ce festival n'existent pas. Donc, ça ne s'est pas fait. Mais on n'a pas du tout renoncé, ni avec mon éditeur, ni avec d'autres personnes. On veut essayer de réfléchir à d'autres façons. Et moi, vraiment, mon rêve ultime, ce serait le format d'animation. Alors, sachant que j'ai été très, très influencée par les films d'animation de Hayao Miyazaki. Donc, pensez Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, ces choses-là. Je pense que ça se sent quand on lit La Place Miroir. Voilà, c'est une de mes grandes, grandes influences. Si jamais il s'ennuie entre deux productions, je dis pas non, voilà. On sera très heureux de découvrir ça en tout cas parce que le mélange peut être plutôt pas mal. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y en a plein, plein, plein. Plutôt au fond à gauche, là-bas, il y en a depuis tout à l'heure. Oui, devant. J'avais une question à poser. Oui, c'était dans le livre que vous avez fait, nous, là. C'était pour savoir qu'est-ce que c'était la dystopsie. C'est ce nom-là que j'ai entendu tout à La l'heure. dystopie. La dystopie, ouais. Oui, alors oui, effectivement. Qu'est-ce donc que la dystopie? En fait, généralement, ça reprend un peu le concept inverse de l'utopie. C'est un monde qui n'est justement un peu anti-utopique. Ça présente un monde qui se voudrait parfait, mais qui ne l'est pas du tout. Et en fait, ça occasionne plutôt de grandes souffrances pour les membres. Donc, il y a souvent un système qui s'est établi ainsi, qui a une sorte d'ossature pour dire, voilà, il y a des principes, c'est pour que ça fonctionne bien pour tout le monde, mais les individus souffrent. Voilà, dans les grandes lignes. Je pense qu'il y a certainement une définition beaucoup plus exacte de ça, mais c'est ce que j'en ai compris. Ça me paraît bien déjà comme définition. Pour moi, ça me paraît tout à fait honorable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Moi, j'avais une question sur l'adaptation par Vanida, mais bon, vous avez déjà répondu. Et en fait, j'ai lu aussi Nous en version audio. Et je voulais savoir si c'était un choix de votre part ou de l'éditeur de faire chaque personnage lu par un acteur différent, qui donne en fait une dimension vraiment en plus du roman. Voilà. C'est très très bien d'avoir posé la question parce que c'est vrai que ça non plus je ne l'ai pas évoqué. L'adaptation audio des livres, ça a été le cas déjà pour Ici et seulement ici. Et ils ont repris une bonne partie des comédiens d'Ici et seulement ici pour nous. Et toutes les personnes qui ont découvert les livres en version audio ont adoré. Déjà parce que l'incarnation vocale est incroyable. Il y a des effets sonores. Il y a une ambiance, ça fonctionne extrêmement bien. Alors par contre, ce n'est pas forcément moi qui ai choisi, mais qu'est-ce que je suis d'accord. Là, ça avait vraiment du sens d'avoir plusieurs narrateurs, vu que c'est comme ça déjà que j'avais pensé l'histoire. Donc c'est bien que chacun ait sa propre voix. Ça a été délicat, c'était pour le personnage de Modeste dans Nous, parce que techniquement, moi, du début à la fin, je ne détermine jamais si c'est un garçon ou une fille.
On ne sait pas. Et même moi, je ne sais pas, donc ne me posez pas la question. Mais du coup, c'était délicat de trouver un timbre de voix. Là, on entend quand même, ça sonne plus masculin qu'autre chose. Donc je pense que les personnes qui découvrent en audio pensent spontanément que c'est un garçon. Ce qui peut peut-être un peu biaiser la lecture du Et coup. c'est pas évident de trouver un timbre de voix qui soit parfaitement, voilà, qui ne donne aucune indication. Mais voilà. Toute adaptation à ces petits. Bah, voilà, ça fait partie complication. J'avais demandé, parce qu'au début, j'étais partie sur quelqu'un d'autre, et là, vraiment, la voix était très grave. Là, j'ai dit, s'il vous plaît, une voix un tout petit peu plus intermédiaire, quoi. Non, mais après, je pense que vraiment, le comédien a quand même fait de l'excellent travail. Tu as ton mot à dire sur toutes ces adaptations? Tu peux un peu orienter les choix, ce qui se fait. Est-ce que tu peux déjà donner ton accord ou non pour ces adaptations? Alors oui, on me consulte. Hein. Je ne suis pas en train de découvrir quand il y en a. Je me dis, ah tiens. Non, je suis tout à fait consultée pour les différentes étapes. Déjà, on me dit qu'il va y avoir une adaptation audio, donc je suis au courant. Puis après, ils engagent des comédiens et souvent, ils me donnent des échantillons. Comme ça, je peux déjà écouter les voix des... Donc, soit les comédiens ont déjà lu un petit extrait, soit on me donne on entend ce qu'ils ont fait sur une autre œuvre, mais comme ça, je peux déjà un peu entendre le travail et je peux, à partir de là, dire ah bah oui, ça. Et, bah, je me souviens, alors c'était pas pour ici et seulement ici ou pour nous, mais c'était pour la passe miroir. Là, c'est une comédienne qui a tout fait, les 4 tomes. Si je me trompe pas, c'est Clotilde Serle, j'espère que j'écorche pas son nom, qui a fait un travail remarquable. Et je me souviens qu'on m'avait fait écouter des échantillons en fonction des passages pour voir quand elle incarnait Ophélie, Thorne, ceci, cela. Et je me rappelle que lorsque j'avais entendu son Thorne, j'ai fait waouh, elle a une capacité à faire descendre sa voix qui est parfaite. J'ai dit, alors, au niveau de la gravité de la voix, c'est parfait, juste, il faut parler, là, il parlait extrêmement lentement. J'ai dit, là, Thorne, c'est un nerveux. Donc, il faut qu'il parle plus vite. Mais par contre, gardez bien ce débit pour Farouk, qui lui est très, très lent comme personnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Ici. Oui. Vous avez dit que vous aviez commencé la passe miroir en 2007, ce qui correspond aussi à la période d'écriture de Pierre Bottero, dont je crois que vous allez préfacer la nouvelle réédition du Pacte. Est-ce que c'est un auteur qui vous a, enfin, dans quelle mesure il vous a influencé? Quels sont aussi les autres auteurs? Le début des années 2000, c'est une période très dense au niveau de l'arrivée de la littérature jeunesse en France. Quel est l'impact de ces auteurs sur vos livres, sur la manière dont vous avez vu les choses? Alors, je dois faire une confession, c'est que Bottero, je l'ai découvert tardivement. J'en avais entendu parler à cette époque-là. Et depuis, quand j'ai commencé à écrire La Passe Miroir, on n'arrêtait pas de me dire « il faut que tu lises Pierre Bottero, ça va beaucoup te parler ». Et je m'y suis mise vraiment trop tard, quoi. C'est vraiment, une fois que La Passe Miroir est sortie chez Gallimard Jeunesse, c'est à ce moment-là que je me suis dit « bon, quand même, je vais quand même essayer de découvrir ». En plus, je ne savais pas qu'il y avait un ordre pour les lire, donc j'ai commencé par le Pacte des Marchombres. Et premier tome, deuxième tome, c'est le troisième tome, j'ai dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, j'ai adoré. Et là, vraiment, j'ai compris. Enfin, je me souviens, quand j'ai lu Le Pacte des Marchombres, je suis tombée amoureuse du personnage d'Elana. Et j'ai dit... Enfin, je me souviens que j'étais avec elle quand elle faisait ses ascensions, alors que j'ai le vertige. Mais là, j'étais vraiment, vraiment avec elle. Et je me suis dit, oh là, je regrette tellement. Alors, double regret. Je me suis dit, déjà, littérairement, j'aurais voulu l'avoir découvert plus tôt. Et même humainement, c'est quelqu'un que j'aurais adoré échanger avec lui. Donc, j'étais un petit peu en retard à ce niveau-là, mais pour La Passe Miroir, je pense que l'œuvre qui m'a quand même le plus influencée en dehors des films d'animation de Hayao Miyazaki, désolée, mais ce ne sera pas francophone, mais c'est Philippe Pullman avec La Croisée des mondes. J'avais le titre anglais, tout d'un coup, je me suis dit. Et je me rappelle que lorsque j'ai découvert cette trilogie-là, ça a été une énorme claque sur le plan même de l'histoire. Moi, ça m'a parlé directement à l'âme. J'ai dit, oh, mais on peut faire des histoires comme ça. Et quand j'ai écrit La Passe Miroir, j'étais très imprégnée de cette trilogie-là. Donc, désolée pour tout ce qui est un peu francophone. J'ai un peu honte. On a encore le temps pour une toute mini dernière question. Oui, bonjour. Je suis au milieu. Enfin, je ne sais Milieu. pas si vous me verrez. Quelque part au milieu. Ici. Oui. Merci beaucoup pour cette rencontre déjà. Du coup, vous avez un petit peu répondu à ma question en partie, mais je voulais savoir, comme au début de la rencontre, vous disiez que le fait de lire d'autres auteurs, ça vous aidait aussi énormément pour votre propre écriture. Qu'est-ce que vous lisez, du coup, quand vous ne réfléchissez pas à vos œuvres? Alors,
beaucoup de ce que je lis n'est pas sorti en librairie. C'est principalement des manuscrits d'amis, notamment de Plume d'Argent. Voilà. Donc, c'est principalement ce qui me nourrit. Alors, dernièrement, j'ai eu un gros arrêt dans la lecture et je me demandais ce qui se passait. Je n'arrivais plus du tout à lire. Je me procurais des textes souvent par écrit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un problème de vue. C'est bête, mais ma vue n'était peut-être plus adaptée. Donc, j'ai investi dans une liseuse et je redécouvre la lecture parce qu'en fait, on peut vraiment non seulement grandir le texte, mais ça ne bousille pas les yeux avec l'éclairage. Moi, je crois que c'est ça qui me faisait mal aux yeux, c'est de lire soit sur écran, soit des textes trop petits sur un. Donc, je revis là, en ce moment, je redécouvre le plaisir de lire. Mais j'ai du mal à chaque fois à faire des recommandations de lecture parce que souvent, les histoires qui me viennent spontanément, c'est des textes d'amis qui ne sont pas parus. Mais j'ai une exception puisque l'une de mes derniers gros coups de cœur, c'est le texte d'une amie, mais qui va sortir. Donc là, je peux donner au moins... Alors oui, le titre, parce qu'il a changé depuis. Donc, le titre originel, c'était Walter Cobb. Et je crois, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Nos chemins d'or et de poussière. C'était le nouveau titre. Et c'est bien parce que le nom de l'autrice, j'ai son pseudo, mais son nom de famille, je l'ai oublié. Désolée, excuse-moi. Ça passe situé quelque part. Oui. Bon, donc voilà, ça sera sorti 2026 ? Je crois. Donc, Gaieté. Alors, le titre, en tout cas, Nos chemins d'or et de poussière, c'est un énorme coup de cœur. Merci beaucoup pour cette recommandation et merci pour cette rencontre, Christelle. Un grand merci. Vous pouvez retrouver tous les livres de Christelle à la librairie des Utopiales et notamment du coup Nous qui est son petit dernier. Vous pouvez la retrouver en dédicace à 14h à la librairie et demain à partir de 10h30. Et on peut se retrouver également ce soir dans cette même salle à 17h30 pour une table ronde autour des bulles de filtre avec Maïwen Alix, Audrey Pléné et Christelle. Et tu seras également à la remise des prix Utopiales ce soir pour nous. Et à l'espace CIC Ouest demain à 16h15 pour la rencontre des lauréats et nominés des prix Utopiales. Merci beaucoup. Merci Camille.